Donc ils sont étudiants en alternance et LVMH leur a proposé une idée qui peut paraître un peu bizarre au départ. Leur a demandé de concevoir un appel d'offres, un cahier des charges, au cas où LVMH voudrait un jour confier à une entreprise extérieure la gestion d'un entrepôt. Et donc, plutôt que de faire ça en interne, il a été demandé de le faire à des étudiants qui ne sont pas marqués par la pratique de ce domaine en entreprise, et puis qui sont aussi fluents dans les new technologies, ce qui n'est pas forcément le cas plus tard. Et donc, ils vont nous présenter ce projet, et ensuite, on va commencer par réagir à ce projet. Donc, évidemment, au cœur, il y a la relation entre une entreprise qui veut qu'une tâche soit exécutée, donc un donneur d'ordre, et un éventuel prestataire. À vous la parole. Donc on est 3 étudiants alternants chez Louis Vuitton. Vous m'entendez bien? Donc on a eu la chance de se voir confier une mission en parallèle de nos missions respectives en alternance. Et c'est donc Vincent Barral, le directeur supply chain de Louis Vuitton, qui nous l'a confié. Et la problématique était quelle serait notre vision du cahier des charges idéal dans le cadre d'un appel d'offres pour la sous-traitance d'un entrepôt régional. Donc, on a travaillé sur ce sujet, pas seulement tous les 3, mais avec l'ensemble des stagiaires et alternants Louis Vuitton. Et donc, on avait tous des parcours différents, école d'ingénieur, école de commerce. Mais on avait quand même un point commun, c'est qu'on n'avait aucune expérience en logistique. On n'y connaissait rien. Donc, on est venu là pour vous partager notre vision du cahier des charges idéal, en adéquation avec notre génération, les outils liés à cette génération-là, et à savoir qu'on autorise tout le monde à ne pas partager cette vision-là. C'est une vision, enfin, pour nous, on est convaincus que c'est quelque chose qui marche pour Louis Vuitton à l'instant présent. Donc on est parti d'un constat pour aborder le sujet, c'est qu'un cahier des charges est toujours faux ou obsolète. Soit il l'est dès le départ, soit il le devient avant qu'on ait signé avant qu'on ait signé le contrat avec le prestataire. On en parlait tout à l'heure, on est dans un monde VUCA, un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc on pense qu'avec un niveau de détail d'un cahier des charges, donc vous avez tous la vision d'un cahier des charges de 250 pages, c'est assez complexe à appréhender. On pense que ce cahier des charges-là ne peut pas suivre l'évolution de l'entreprise. D'autre part, en voulant bien faire et en donnant un tel niveau de détail au prestataire, on l'enferme lui aussi dans ce niveau de détail-là. Et donc on tue sa créativité, on tue sa capacité à innover, à apporter des idées nouvelles et à nous accompagner dans notre recherche d'amélioration continue. Donc notre vraie problématique, elle était là, c'était comment donner les informations essentielles dans un cahier des charges tout en laissant un degré de liberté et de créativité suffisant aux prestataires. Donc, je vais laisser Antoine développer. Bonjour à tous. Donc en fait, nous, on est parti sur l'idée d'un format web. Alors pourquoi un format web pour le cahier des charges? Parce que déjà, c'est facilement actualisable et puis on peut héberger beaucoup de médias différents qui conviennent à expliquer chacune des parties. Et en fait, notre objectif, c'était de faire quelque chose d'assez simple, ludique et instinctif. Donc en fait, quand on arrive sur notre cahier des charges digital, du coup, la première chose qu'on voit, c'est une vidéo d'un responsable logistique qui va nous parler en fait du corps modèle Louis Vuitton, de ce que lui comprend de ce corps modèle et exprimer un peu notre philosophie qui est que la logistique n'est pas une contrainte. Et vous allez voir que, voilà, cette vidéo. Et vous allez voir que par la suite, chacune des parties a son propre média et fait appel même à différents vecteurs de communication pour communiquer les informations nécessaires. Si on prend l'exemple de la partie environnementale, plutôt que de parler de normes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une vidéo de Michael Burke qui explique en 5 minutes la Green Supply Chain chez Louis Vuitton, ce que c'est. Mais c'est pas tout, on a aussi mis un lien vers un TED, une conférence de 20 minutes qui parle du climat actuel, un numéro et le contact du responsable environnemental de l'entreprise. Et pour parler d'une partie un petit peu plus technique qui est la sécurité et la sûreté, dans cette partie, ce qu'on a fait, c'est synthétiser toutes les normes qu'on utilise actuellement dans notre entrepôt régional et on les a
tellement bien synthétisées qu'elles tiennent sur une page recto. Et pour rentrer dans une dernière et prendre un dernier exemple de partie un petit peu technique, qui était la plus difficile à aborder, la partie process, parce que des process d'entrepôt, il y en a beaucoup. Alors plutôt que de tous les présenter, et parce qu'on est parti du principe qu'un prestataire logistique connaissait son métier et connaissait toutes les étapes nécessaires à un entrepôt régional, la réception, l'intégration en stock, le packing, le picking, l'expédition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo qui va suivre la vie d'un colis, de son entrée dans l'entrepôt jusqu'à sa sortie, et mettre en avant toutes les spécificités d'un entrepôt Louis Vuitton. Des étapes de full préparation pour avoir un produit prêt à vendre en magasin, le fait qu'on impose un WMS, ou encore le traitement de tous nos flux reverse. Et d'ailleurs, par rapport à ce WMS qu'on impose, ce qu'on fait, c'est plutôt que de le détailler, on donne le contact d'un expert dans la maison interne et qui est vraiment connaisseur sur ce domaine et vers lequel le prestataire pourra poser toutes ces questions. Et enfin, pour finir et mettre en avant la deuxième grosse partie de ce cahier des charges digital, c'est qu'au-delà d'être un outil de cahier des charges, c'est aussi une plateforme d'appel d'offres. C'est-à-dire que vous avez vu que les parties étaient organisées sous forme de rounds. Ces rounds vont permettre une sélection progressive des prestataires et chaque domaine sera affiché. Par exemple, ici, on voit que dans le round 1, on a des domaines environnementaux, agilité et résilience. Encore une fois, il fallait le placer, donc on l'a mis. Et la partie sécurité et sûreté vont être les critères primordiaux sur lesquels on va évaluer le prestataire. Et si ces critères correspondent et notre état d'esprit match avec le sien, on pourra passer au round 2, etc. Et encore une fois, et pour finir, le format de restitution qu'on demande, il n'est absolument pas imposé et au contraire, il est libre. Parce que grâce à la créativité que le prestataire va apporter dans sa réponse, on va pouvoir analyser et voir si on peut travailler ensemble, avoir le même état d'esprit et établir une relation de confiance. Et je vais laisser la parole. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais conclure et en fait ce qu'on peut retenir de façon principale, c'est que le chargeur aujourd'hui essaye de trouver le prestataire qui correspond le mieux à son état d'esprit. Souvent on dit que c'est bien difficile de juger et de l'expliquer pendant un appel d'offres. Et en fait, en laissant un format de cahier des charges beaucoup plus ouvert, le prestataire aura plus de chances de comprendre qui on est, mais également inversement, qu'on comprenne qui il est également. Aujourd'hui, on vit dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et il est important qu'on choisisse le prestataire qui évoluera avec nous dans cette incertitude. Donc on doit savoir qui il est. Cette volonté de transparence doit permettre aux chargeurs de mieux comprendre petit trou, de mieux comprendre qui on est et de nous permettre d'évoluer ensemble dans ce monde volatile. Il faut donc qu'il soit agile. La dernière phrase qu'on va ajouter, c'est que nous faisons partie de la génération GAFA. Donc GAFA, c'est qu'on a vécu avec les nouvelles technologies, on a tout simplement l'habitude qu'en un clic, on a tout ce qu'on veut. Donc on n'a plus le temps, et la patience également, de lire ce genre de cahier des charges. Donc il faut que notre prestataire puisse évoluer avec nous dans ce monde et nous permettre ensemble de travailler pour la supply chain de demain. Donc voilà, la dernière chose qu'on va ajouter, c'est que pour nous, un supply chain manager, c'est tout simplement quelqu'un qui sera capable de travailler en équipe et sur des sujets transverses. Nous, par exemple, on n'y connaissait strictement rien à la logistique. Antoine et Johanna sont en supply, moi je suis en transport, on sait pas ce que c'est on sait très peu de choses sur un entrepôt. Donc vraiment ce format nous a permis d'avoir une mission complémentaire et de tout simplement apprendre et de découvrir ce qui constitue la supply chain. Merci tout le monde. Johanna, Antoine et Ewan, merci beaucoup. On va maintenant discuter de votre proposition. Question simple, Béatrice, est-ce que vous achetez ? J'ai juste envie de dire Yahoo, j'en ai rêvé, ils l'ont fait, je le dirais comme ça. Parce qu'effectivement, moi je ne suis pas la génération GAFA. Donc c'est juste génial comme concept. La seule petite chose qui me manque, moi, c'est que moi je suis convaincue de la relation humaine, on en a parlé ce matin.
Et du coup, nous, en anticipation de tout ça, je mettrais quand même juste la rencontre avec les gens, parce que même si on peut sentir des choses, le feeling des valeurs communes, etc., je reste convaincu que c'est quand même dans la rencontre avec les hommes qu'on l'a fait. Le fait d'avoir un premier round de négociation, enfin de discussion qui s'engage sur les questions de sécurité et d'environnement, puis un second sur le process et les ressources humaines, puis ensuite seulement on parle des... Ça, c'est quelque chose. C'est excellent, on touche sur les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui va nous rassembler, qu'est-ce qui va faire qu'on a envie de travailler ensemble. Jean-Yves Gras, même question. Écoutez, je trouve que c'est un très bon travail qui est très intéressant parce que je trouve qu'il est plus dynamique pour... j'ai la joie de travailler chez un prestataire logistique, donc des cahiers des charges, j'en lis beaucoup. Je dois dire que ça me changerait un peu. Donc il y a un côté innovant et qui est très intéressant. Je pense que pour un premier tour sur les valeurs et sur finalement les valeurs d'entreprise qu'on peut avoir, c'est très important. Après, je pense qu'il faut rentrer dans de la technicité, parce que malgré tout, on a quand même un métier qui est technique, et l'adaptabilité n'enlève pas la compétence. Et ce que cherchent nos clients, c'est aussi des gens compétents et qui les connaissent bien. Donc on doit pouvoir mixer les deux, mais je pense que pour un premier tour, c'est excellent. Merci. Emmanuel? Moi, je suis fan. Parce qu'on ne va pas répondre aux problèmes d'aujourd'hui ou de demain avec des outils d'hier. Et la plupart des cahiers des charges sont souvent, comme ceux que peut recevoir Jean-Yves, j'en reçois aussi, sont souvent, comme l'a montré Johanna tout à l'heure, des gros pavés extrêmement denses, mais qui quelque part décrivent quelque chose qui est mort-né. Et le jour où ça va démarrer, les choses auront changé. D'autant plus avec tout ce qu'on vient de se dire sur le monde VUCA, l'incertitude, etc. Donc l'intérêt d'avoir un cahier des charges qui approche les choses de manière différente permet aussi, et ça a été dit par les jeunes de Louis Vuitton, d'apprécier tout ce qui n'est pas dans le cahier des charges. C'est-à-dire quel va être le comportement, à qui j'ai affaire. Parce que la façon de gérer l'incertitude demain, c'est ça. C'est le prestataire, ça va être un compagnon d'incertitude. Donc vouloir l'enfermer dans quelque chose d'extrêmement rigide, et le cahier des charges, c'est pareil pour les contrats dans nos métiers, vouloir rentrer dans quelque chose d'extrêmement rigide, une relation qui par nature ne peut pas l'être, c'est quand même relativement inopportun, inadapté aujourd'hui. On va évidemment en parler, ça va être au cœur de cette discussion. Mais j'aimerais d'abord que vous nous racontiez, vous avez réfléchi en devenant prestataire logistique à la raison pour laquelle les relations entre donneurs d'ordre et prestataires sont comme ça en France. Et j'aimerais bien que vous commenciez par nous dire ça. Alors moi j'ai mon idée sur la question. Je pense que c'est lié à l'évolution, à la façon dont sont nés nos métiers. La plupart des prestataires logistiques sont issus du monde du transport, qui est un monde beaucoup plus, plein d'incertitudes, mais avec des éléments dimensionnants beaucoup plus simples que l'entreposage. Et de la même manière, chez les chargeurs ou les donneurs d'ordre, pour reprendre le mot qui a été employé tout à l'heure, jusqu'à récemment, les gens en charge de ce qu'était la logistique étaient issus du transport. Et donc les codes qui ont structuré nos métiers, à mon sens, sont issus du transport. Et aujourd'hui, ils ne sont pas adaptés ou plus adaptés à ce que l'on fait. Voilà. Merci. Alors, je voudrais maintenant que vous nous racontiez chacun un peu à votre tour comment vous vivez l'évolution de la transformation de ces relations. Et on va commencer avec vous, Béatrice. Donc, Kiabi, on est d'abord dans de la distribution de vêtements, donc plus de 400 magasins en France, des sites logistiques à vous, mais aussi de plus en plus avec d'autres. Et vous menez ça, vous avez commencé à travailler avec d'autres depuis très longtemps. J'aimerais que vous commenciez par nous dire ça. Alors notre histoire, elle est effectivement particulière parce qu'on vient d'une logistique totalement intégrée. À un passage à une logistique aujourd'hui, j'ai envie de dire presque 60-65% externalisée. Alors j'aime pas ces mots-là parce que pour moi externaliser ça veut rien dire dans le sens où les équipes elles travaillent pour le même client, donc c'est juste un écosystème. On a utilisé ce mot-là plusieurs fois ce matin qui me correspond mieux. Le donneur d'ordre. Alors, pour revenir sur l'histoire, je pense qu'effectivement notre histoire à nous est différente parce que d'une part moi je n'ai jamais été dans le transport, je viens du monde du projet. Les équipes chez nous viennent de l'opérationnel et du projet puisqu'elle était totalement internalisée. Et je pense que finalement, là où on est arrivé aujourd'hui, on est vraiment en des partenariats très forts, je le pense, avec nos partenaires. C'est lié d'abord au fait qu'on ne voulait pas lâcher le bébé, quoi. Je vais le dire aussi simplement que ça. On connaissait nos trucs par cœur. Il y avait sûrement un problème de confiance qui faisait que lâcher le bébé comme ça, on n'avait pas envie.
On ne vient pas non plus du monde de l'achat, donc moi, passer des journées à négocier, c'était vraiment pas mon truc. J'avais plutôt envie de parler du client et du process. Et donc l'idée, c'est qu'on a rencontré, et j'ai envie de saluer moi, la maturité aussi des prestataires sur le marché, on a rencontré des gens qui avaient envie de fonctionner comme ça. Et j'ai presque envie de dire, chez nous, le cahier des charges, c'est presque un livrable de la fin de rencontres, de discussions, de visites de sites, d'échanges sur la vision de l'entreprise, la vision de la log. Donc on part d'une logistique 100% internalisée qui faisait, quand je suis rentré chez Kiabi, puisque j'ai quelques années, 30 millions de pièces, elle en fait aujourd'hui 320 millions. Donc on a eu des phénomènes d'accélération extrêmement forts. Et concrètement, on n'était pas capable de les assumer nous-mêmes. Donc ça a commencé comme ça. Comment on se fait aider pour accélérer vite? Et puis, deuxième étape, on écrit un schéma directeur dans les années 2010-2012. Et là, on se rend compte que le schéma, avec l'internationalisation, il est complètement en train de changer. Non seulement nos structures actuelles ne sont plus adaptées, et on va avoir des soucis sur les structures actuelles, et il faut aller vite sur l'international. Et là, pareil, démunis, quels sont nos moyens pour faire ça? Quelle est notre intelligence et nos compétences en interne pour aller vite sur ce sujet-là? Donc, appel d'offres, à la fois pour restructurer nos sites existants. Donc là, une recherche de partenaires avec des valeurs humaines fortes, puisqu'on allait leur confier nos équipes. Et c'était important que nos équipes retrouvent les mêmes valeurs que ce qu'elles avaient dans l'entreprise. Et puis, une recherche de partenaires agiles, rapides, pour aller avec nous à l'international. Sachant que chez nous, le concept de l'international, c'est on teste, on essaye, on voit, on s'agite, etc. Donc, on a besoin de gens qui acceptent ce concept-là, en fait. Et puis, il y a 3 ans, développement beaucoup plus fort international, donc des dossiers beaucoup plus lourds à confier. Et là, une logique vraiment d'histoire, pas pour la vie, parce qu'on reste sur des contrats courts qui se remettent en cause régulièrement, mais en tout cas d'une recherche de partenariat. Et Emmanuel parlait tout à l'heure du contrat. Le contrat n'est qu'une formalité. J'ai envie de dire, on a juste envie de travailler ensemble et de s'adapter ensemble au jour le jour. Mais ça veut dire des relations donc, qui sont différentes. Vous signez des contrats pour combien de temps? Est-ce que ça vous amène à réfléchir sur les horizons? Pas spécialement, c'est-à-dire que comme on aime bien garder notre liberté et que ça fait partie un peu du deal, on a des contrats. Le plus long que j'ai aujourd'hui est un contrat de 5 ans parce qu'il y a un bâtiment associé. Sinon, on est sur des contrats de 3 ans, renouvelables de façon tactique, parfois d'1 an. Donc c'est au contraire plutôt assez agile, mais finalement, on ne les ouvre pratiquement jamais. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne fait jamais référence au contrat, finalement. D'accord. Et donc ça vous amène à avoir des entreprises avec lesquelles vous travaillez beaucoup plus que d'autres, des gens que vous connaissez? Aujourd'hui, tout à fait. Les gens, je les connais. Donc moi, je connais les patrons de ces équipes-là, mais les équipes se connaissent. C'est-à-dire que les équipes sont venues se former chez nous. On impose notre logiciel, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est un outil complexe avec qui on a aussi de très bonnes relations dans sa construction. Et donc elles viennent se former chez nous. Donc les équipes se connaissent, s'appellent entre elles. Les équipes informatiques bossent entre elles, puisque le partenaire intervient aussi sur l'outil. Les équipes process bossent entre elles, elles se connaissent, elles se tutoient. Ils viennent à nos lancements d'année pour comprendre la vision, les objectifs de l'année. On partage tous les ans nos objectifs sur qu'est-ce qu'on a envie de faire sur la RSE, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur l'accompagnement de nos équipes et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le client surtout. Intéressant. Donc maintenant, on va écouter un témoignage de l'autre côté. On a d'un prestataire avec vous, Jean-Yves. Vous aussi, vos relations ont beaucoup évolué. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ces transformations? Je vais vous expliquer ça. Je vais un peu réagir également parce que c'est quand même une table ronde. Donc l'idée, c'est aussi d'interagir. Bon, quand même, il faut parler d'argent. Je suis désolé, il faut parler d'argent parce que quelle horreur, c'est moche, mais on est des prestataires et on a des relations d'argent avec nos clients. Et c'est pas toujours facile parce que quand on développe un partenariat et qu'on investit, eh bien, on a besoin de visibilité. C'est la contrainte du contrôleur de gestion que vous connaissez tous. Mais cet investissement, ça suppose, je vais prendre un exemple, l'automatisation dans les entrepôts. Ça suppose de ne pas avoir des contrats 3 ans parce que c'est impossible de s'en sortir. Donc, il faut donner les moyens. Ce que cherchent nos clients, donc, pour venir un peu au propos, c'est de l'innovation. Cherchent à ce qu'on soit des prestataires innovants dans leur secteur, donc compétents dans leur secteur, on les connaît bien, on travaille depuis des années. Pour être innovant, il faut avoir des gens qui sont quand même compétents et plutôt jeunes et brillants, on essaye. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils aient des projets enthousiasmants à mener. Donc pour ça, il faut avoir un peu de visibilité sur le long terme et un réel partenariat. Donc le réel partenariat, moi je crois que le cadre contractuel très classique de la logistique 3+3
il est un peu has-been. Excusez-moi, mais il est un peu has-been. Il faut vraiment aller dans une logique beaucoup plus ouverte. On se digitalise. Deuxièmement, on se digitalise. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connecte nos systèmes d'information. On connecte nos systèmes d'information, donc on échange beaucoup de données. On connaît tout sur vous, et vous connaissez finalement assez peu sur nous. Parce que l'échange, il est surtout, on récupère les données de nos clients. Pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sécurité informatique. Ça devient une menace extrême pour tous les grands comptes mondiaux, les accompagner dans le monde entier. On va se connecter avec n'importe quelle start-up, lui balancer, excusez-moi, toutes nos données. Ça va être n'importe où. Il faut être prudent tout de même. Il faut être prudent, et je pense que le partenariat, il est aussi là-dedans. Il est de dire, oui, on va connaître des échecs ensemble, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va avoir des négociations difficiles, parce qu'on a des acheteurs qui arrivent et qui disent, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, ça tombe bien, on va tout refaire. Très bien. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Il faut être résilient, audacieux, c'est sûr. Et je pense qu'il faut également dire qu'on a des équipes. Nous, on aime nos clients. C'est vrai, on aime bien travailler avec nos clients. On aime nos clients. Nos équipes, ils s'aiment bien. D'un coup, ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup on a une rupture de contrat alors qu'ils se sont donnés corps et âme. Donc il y a quand même un côté, les hommes sont importants dans nos entreprises. Et je pense que l'évolution vers le partenariat, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait plus d'échanges entre les gens qui étaient présents chez des prestataires logistiques, qui vont chez des chargeurs, comme on les appelle, et puis qui reviennent dans la prestation, que ces échanges qui étaient il n'y a pas si longtemps assez impossibles, parce qu'il y a une dizaine d'années, ça n'arrivait pas. Ça se développe de plus en plus. Je trouve que c'est assez intéressant de dire qu'on a aussi des échanges entre les hommes, de savoir que les compétences, il y a des compétences techniques, des compétences de projet, des compétences informatiques, qu'elles existent partout. Et effectivement, on a vraiment une évolution, je trouve, dans les relations. Moi, je vois particulièrement sur tous nos gros clients, l'accompagnement mondial, le fait d'être sur du plus long terme dans les contrats, le fait d'être plus impliqué, effectivement, d'accepter une incertitude beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les données qui sont dans le cahier des charges, elles sont, c'est vrai, complètement obsolètes au moment où on nous le donne, et que ça ne sera pas du tout la réalité. On est prêt à s'adapter, mais il faut savoir parler aussi d'adaptation des prix adaptés. On parle d'argent assez souvent quand même, alors assez régulièrement. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre tout ça pour pouvoir construire des relations de plus d'1 an, plus de 2 ans, et vraiment sur la durée. Alors je vais faire comme si je n'avais pas très bien compris, les journalistes, on sait bien faire ça. Vous dites le 3+3, c'est obsolète, donc vous vous appelez en fait à du plus long terme, en expliquant qu'il y a des investissements qui sont des investissements de long terme, sur des entrepôts automatisés, sur des systèmes d'information qu'il faut ouvrir. Donc voilà. Et vous dites, on close revoyure annuelle, ça marche très bien. Alors où est-ce qu'on va trouver le point d'équilibre? C'est la confiance en fait. Oui, enfin, vous parliez d'argent, c'est vous qui avez mis l'argent dans le débat, et maintenant vous dites, la confiance, est-ce que ça suffit? La confiance n'exclut pas l'argent, c'est-à-dire que je pense qu'il est important de laisser aux prestataires logistiques les moyens d'innover et de vivre bien, correctement, d'avoir des talents à bord. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des coûts optimisés, mais des marges préservées. Donc c'est un équilibre un peu compliqué. Vous le savez, la prestation logistique en France, c'est entre 2 et 4% de marge quand on travaille bien. Donc en France, ce n'est pas le cas ailleurs. Les marges sont beaucoup plus fortes aux États-Unis, bien meilleures en Asie et en Afrique également. Donc c'est curieux. Si on veut innover, il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir un peu de visibilité, il faut oser. Quel est votre point de vue? Béatrice, oui. Moi, j'ajouterais bien sûr la confiance, j'ajouterais la transparence. Vous en avez parlé sur le fait que vous saviez plein de choses sur nous, et moi, je demande à savoir plein de choses sur mes partenaires, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, les niveaux de marge, ils sont 100% partagés entre nous.
Parce qu'évidemment, un partenaire qui ne gagne pas d'argent, c'est un partenaire qui ne va pas aller bien. De la même façon, quand nous, on a besoin d'un petit effort, parce qu'on va moins bien à un moment ou à un autre et qu'il faut le coût de la logistique étant toujours un coût, voilà, c'est une transparence permanente. Et je pense qu'effectivement, c'est une communication permanente sur les enjeux de l'entreprise, des deux entreprises. Ma deuxième conviction, c'est qu'on est plus fort à deux que tout seul et qu'il y a des domaines d'expertise qui sont développés chez le partenaire de son histoire, et puis il y en a d'autres qui sont développés chez le client de son histoire. J'ai un exemple chez nous où voilà, on est avec un partenaire qui n'a pas spécialement fait de douane jusqu'à maintenant. Nous, on est au EA et finalement, c'est notre responsable douane qui accompagne le partenaire pour monter en EA. Donc c'est un partage de tous les jours, et je suis d'accord que quand c'est difficile, mais si tout le long et que les projets sont partagés, qu'on se voit beaucoup, la difficulté, on la vit ensemble. Et donc, du coup, comment on la travaille ensemble, en fait. Et je peux comprendre votre besoin de visibilité, mais si on est sur la transparence, c'est comme avec un collaborateur. Il a signé un CDI, il peut très bien demain signer que des CTD et pour autant bosser 17 ans dans une boîte. Pour moi, le contrat n'est qu'une conséquence, finalement, et la revue annuelle permet juste de rappeler nos engagements, j'ai envie de dire. Bien. Difficile de voir en aussi peu de temps une relation, enfin les symboles de l'évolution d'une relation entre un client et son fournisseur. Emmanuel. Moi, je dirais deux choses. D'abord, la relation entre le client et son donneur d'ordre, entre le prestataire et son donneur d'ordre, c'est souvent assimilé à un acte d'achat avec un cahier des charges, un rythme assez formel. Pour moi, et je m'en fais le chantre parce que j'ai déjà échangé là-dessus à plusieurs reprises, ça ressemble beaucoup plus à un acte de recrutement. C'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un sur la base effectivement de compétences qui peuvent être une job description, etc. Mais dans les faits, on recrute un partenaire, le chargeur recrute un partenaire avec qui il va faire un bout de chemin. Effectivement, il signe un CDD, mais très souvent, dans l'esprit, c'est sans durée parce que personne n'a envie de s'engager dans la complexité du démarrage d'une nouvelle activité. Ne le faire que pour 3 ans dans nos métiers, c'est très rarement la volonté des clients. Et si c'est vraiment 3 ans, c'est annoncé dès le départ. Donc dans l'esprit, c'est souvent beaucoup plus long terme. Donc après, à chacun, par rapport aux investissements, quand ce n'est pas très spécifique, aussi à chacun de prendre son risque industriel. Parce qu'un investissement, on l'amortit. Une fois qu'il est amorti, on a un vrai avantage compétitif. Et là, on crée de la distance par rapport aux autres. Et ça, c'est un élément clé. C'est l'attitude industrielle par rapport peut-être à une culture plus transport. Ensuite, comme le disait tout à l'heure Béatrice, les contrats, comme mon contrat de travail, ce n'est pas quelque chose qu'on sort tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on a signé à un moment sur des bases de données. Mais la plupart d'entre nous, 2 ans après avoir pris son poste, on fait autre chose. Et c'est le cas du prestataire. C'est cette évolution, cette coévolution qu'on a avec nos clients qui fait la durée, quoi, de la prestation. Donc on pourrait très bien imaginer même des contrats sans aucune durée, uniquement basés sur la performance, quoi. En disant voilà, je suis bon, je reste, je ne suis pas bon, je pars. Comme la plupart d'entre nous avons des CDI, tant qu'on est performant, on reste. Et c'est bien, notre CDI ne nous empêche pas, si on n'est plus au rendez-vous, de se faire sortir, entre guillemets. Donc je pense qu'on est un peu dans ce rapport-là. Donc moi je suis peut-être un peu plus naïf là-dessus, mais j'ai la faiblesse de croire que le marché évolue vers ça de façon extrêmement positive, quoi, dans les rapports beaucoup plus détendus, qui ne sont plus des rapports de force, qui sont beaucoup plus des rapports de coévolution, un peu comme on parlait d'écosystème. On est avec nos clients ou nos tiers, en fait, on est dans une coévolution où tout le monde essaie de se tirer vers le haut, et c'est comme ça que les choses sont pérennes, quoi. Notamment dans la capacité des organismes que nous constituons à faire face à nos incertitudes, quoi. On va pas reparler d'agilité, de résilience, etc. Mais quelqu'un d'agile, c'est quelqu'un qui doit être solide sur ses appuis, hein, dans le sport, quel que soit le sport. Quelqu'un d'agile, il est très solide sur ses appuis, que ce soit un rugbyman ou un tennisman. Et je pense que pour une entreprise ou une relation, c'est pareil, quoi. Il faut des appuis solides et après, les choses se font, quoi. Je voudrais terminer par une dernière question que je vais vous poser à tous trois sur une évolution majeure qui change aussi ces relations, qui est l'essor du e-commerce. Et je voulais savoir comment vous le voyez influencer ces relations entre partenaires. Qui commence? Jean-Yves? Donc effectivement, l'essor du e-commerce, d'ailleurs l'ouverture de multicanal de distribution a essayé de faire le fameux omnichannel. Ça pose beaucoup de complexité, en fait. Ça rajoute une dose de complexité chez nos clients et chez nous aussi. Parce qu'on doit passer très techniquement de préparation de commandes unitaires beaucoup plus massives, trouver des solutions pour le last mile delivery,
on doit s'intégrer avec plein de plateformes. Donc c'est vraiment un changement dans les relations parce que ça va beaucoup plus vite. On doit avoir une adaptabilité, une réactivité de nos équipes au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un changement aussi de mentalité. Et je trouve que ça change aussi les relations parce que justement, dans la confiance qu'on a, cette évolution du e-commerce, ça pousse à aller très vite. Et on ne peut pas travailler vite avec des gens qu'on ne connaît pas et qui ne partagent pas nos valeurs. Emmanuel ? Donc, je suis en ligne avec ce que vient de dire Jean-Yves. Le e-commerce pour un prestataire logistique, c'est un changement de paradigme, de dimension. C'est-à-dire que c'est des quantités beaucoup plus importantes, un flux beaucoup plus fractionné. Ça suppose des systèmes d'information beaucoup plus robustes, une capacité de vitesse et de réactivité extrêmement importante, et puis une dose d'incertitude supplémentaire, pour revenir à la thématique. Après, un point qui est important, c'est que les outils qui ont permis le e-commerce et qui créent cette incertitude sont aussi les outils aujourd'hui qui vont partiellement répondre ou apporter plus de visibilité. On parlait de la prévision. Si aujourd'hui on arrive à avoir de meilleurs outils de prévision, ce sont ces mêmes outils qui ont porté le e-commerce. Donc on est dans quelque chose qui progresse également là aussi ensemble, quoi. Voilà. Après, aujourd'hui, un prestataire logistique doit forcément être omnicanal. Même des clients qui sont des clients traditionnels, de toute façon, sont confrontés, se développeront mécaniquement dans le e-commerce. Donc c'est quelque chose que l'on doit savoir faire, quoi, voilà. Béatrice, enfin. Je dirais effectivement, le e-commerce cumule tous les challenges qui sont la vitesse, l'agilité, la fiabilité, puisqu'on s'adresse au client final. Donc la moindre erreur est fatale. Et j'ai presque envie de dire, dans cette logique de partenariat, ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'on confie le contact avec le client à nos partenaires. Moi, je le vois sur nos équipes internes. Les équipes qui bossent sur le web, elles sont plus proches des clients que les équipes qui bossent sur le magasin parce que les quantités ne sont pas les mêmes. Et là, on confie aussi à notre partenaire cette relation client. Et du coup, la notion de confiance et de transparence et de vision de qu'est-ce qu'on veut offrir à notre client est encore plus importante. Bien. Écoutez, ça sera le dernier mot de cette table ronde. Merci à vous trois. Merci.